You can get started. Très bien. Merci Tess. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et merci une fois de plus à l'Athenaeum de Philadelphie pour nous accueillir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une femme hors du commun, très célèbre, mais dont la vie et les œuvres finalement sont encore assez méconnues du grand public. Alors, il s'agit de Germaine de Staël. J'espère donc que je vais parvenir à vous faire mieux connaître cette femme. Alors, la petite Germaine, née le 22 avril 1766 à Paris. Elle voit donc le jour sous le régime du roi Louis XV. Elle est issue d'une famille genevoise, protestante, très influente et fortunée. Alors, sa vie va être conditionnée par les origines de ses parents. Sa mère, tout d'abord, Suzanne Courchot, est vaudoise, donc suisse. C'est la fille d'un pasteur calviniste. Elle va épouser Jacques Necker, un protestant richissime, qui sera plusieurs fois ministre des Finances du roi Louis XVI. Alors, en 1764, Madame Necker tient un salon littéraire qui retrouve toute la bonne société. C'est donc sous l'influence de sa mère que Germaine va rencontrer les grands esprits de son temps, Buffon, Marmontel, Diderot, d'Alembert, pour n'en nommer que quelques-uns. Ainsi, très jeune, Germaine acquiert une éducation encyclopédique. Adolescente, elle surprend déjà par son érudition et sa vivacité d'esprit. Cependant, si Madame Necker est convaincue que l'éducation forme les esprits, elle considère aussi qu'il ne convient nullement aux femmes de rivaliser avec les hommes. Et cela, bien sûr, va envenimer ses relations avec sa fille. Alors, si l'influence de sa mère est importante, celle de son père est fondamentale. Jacques Necker est le fils d'un avocat allemand devenu citoyen suisse. Necker a fait sa fortune dans le milieu bancaire. Il spécule et finance de nombreux emprunts pour le compte du roi de France. De plus, il se fait connaître par ses traités financiers et ses essais sur le commerce. La réputation de Jacques Necker est telle que, bien que protestant, il devient directeur général du Trésor royal en 1776. On l'imagine donc, la petite Germaine grandit dans un milieu très privilégié. Dès l'enfance, son père lui inocule sa passion pour l'Angleterre et ses institutions parlementaires qui sont tout à l'opposé de l'absolutisme royal français. Progressiste, il apprend à Germaine à faire appel à la raison et à la rationalité. Elle est donc fille des Lumières, libre penseuse. En cela, son père s'oppose au parti dévot catholique conservateur, arc-bouté sur ses privilèges. C'est donc dans ce milieu réformiste que grandit la jeune Germaine. Alors, la richesse de son père et son prestige international font de Germaine, fille unique, un parti enviable et convoité. Alors, dès son adolescence, ses parents commencent à se soucier de son mariage. Si elle a beaucoup d'atouts, elle a cependant deux inconvénients. Son physique, peu avantageux, et sa religion, le protestantisme. Alors, ses parents ne veulent pas qu'elle épouse un catholique, mais ils souhaitent un gendre issu de la noblesse. Ils vont donc se tourner vers l'étranger. Ils jugent les Suisses trop provinciaux et regardent vers l'Europe du Nord.
leur choix se porte finalement sur un aristocrate, ambassadeur de Suède en France. Il s'agit du baron Erik Magnus Stahl von Holstein, qui a 17 ans de plus que Germaine. Alors c'est un bel homme, blond, aimable, spirituel. Les Necker apportent leur fortune, le baron, lui, leur offre un grand nom de l'aristocratie européenne. Ainsi, à 20 ans, Germaine suit la volonté de ses parents et épouse le baron. Alors c'est un mariage sans amour, mais elle va y trouver ce qu'elle cherche, son indépendance. Désormais, la baronne sera connue sous le nom de Madame de Staël. Alors pour tout dire, ce mariage arrangé est une union malheureuse. Alors 5 enfants vont naître. Une première fille tout d'abord, Gustava Sofia, née en 1787, mais morte en bas âge. Puis Gustava Hedwig, 2 ans plus tard, morte elle aussi en bas âge. Alors pour une femme comme Madame de Staël qui a l'esprit maternel, ce sont des épreuves dures à vivre. Un fils ensuite, Ludwig, né en 1790. Alors il se consacrera plus tard avec zèle à l'abolition de la traite négrière. Elle le verra grandir, mais il meurt jeune et sans descendance. Un second fils, le 4e enfant, Matthias, né en 1792, mais il est tué dans un duel en Allemagne à l'âge de 21 ans. Madame de Staël perd donc un 3e enfant de son vivant. Une dernière fille, enfin, née en 1798, Albertina. Elle sera toujours très proche de sa mère et épousera l'homme d'État français catholique, Victor de Broglie, qui lui donnera 4 enfants. Alors, Madame de Staël fait ses débuts littéraires à la naissance de sa dernière fille, Albertina. À 22 ans, elle publie anonymement, en 20 exemplaires, les lettres et les écrits sur le caractère de Jean-Jacques Rousseau. Elle y aborde en détail les pensées du grand philosophe des Lumières. Mais la période est troublée et bien vite, la France traverse une grave crise politique et financière. En effet, en 1788, le royaume croule sous la dette et les déficits. Louis XVI, pour se sortir de cette impasse, souhaite taxer la noblesse et le clergé. Mais ceux-ci vont s'y opposer, bien sûr. Incapable d'imposer sa volonté, le roi convoque en mai 1789 les États généraux et demande aux Français de s'exprimer. Mais cette assemblée des États généraux est bancale dès sa conception. En effet, elle est divisée en 3 corps distincts: la noblesse, le clergé et le tiers-État, c'est-à-dire le peuple. La question du vote pose donc problème. En effet, chaque corps représente une voix. Le tiers-État, donc le peuple, sera toujours mis en minorité par la noblesse et le clergé qui feront alliance contre lui. Ce qui était au départ une tentative de démocratie législative tourne au fiasco, d'autant que le tiers-État fait sécession. Il constitue une assemblée nationale indépendante, propose une nouvelle constitution et décide de voter l'impôt. Soudainement, le roi est pris en tenaille entre l'aristocratie alliée à l'Église et le peuple.
La Révolution française est alors sur le point de démarrer. Alors, ces événements poussent le père de Madame de Staël à la démission. Il perd non seulement son poste de ministre des Finances, mais aussi 2 millions de livres qu'il avait prêtés au Trésor royal et qu'il ne récupérera jamais. Or, pourtant, Madame de Staël vit les premiers moments de la Révolution avec exaltation. Elle est convaincue que la France des Lumières va triompher. Elle souhaite l'avènement d'une monarchie constitutionnelle afin que le peuple puisse s'exprimer au travers d'un parlement. Dans l'esprit de la baronne, il n'est donc pas question d'abolir la royauté, il faut simplement la réformer et en finir avec l'absolutisme. En août 1789, elle accueille avec enthousiasme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration pose les bases d'une France plus juste, la souveraineté du peuple, ou tout du moins des élites intellectuelles, l'égalité des droits, la liberté d'opinion. Elle voit dans la Révolution l'occasion de construire un système économique résolument libéral, c'est-à-dire capitaliste. Mais soyons clairs, si elle appelle de ses voeux l'émancipation de la bourgeoisie, le peuple inéduqué lui fait peur. Elle déclare : « Le peuple est prêt à suivre n'importe quel démagogue. L'avenir, hélas, va lui donner raison. » Alors, une fois passée l'exaltation des débuts de la Révolution, les choses se dégradent vite. La fin des privilèges, votée par l'Assemblée constituante en août 89, se traduit par une augmentation cruelle du chômage. Le pain vient à manquer, peu à peu des familles nobles fuient la France et licencient en masse leurs serviteurs. L'émigration massive de la noblesse française en Europe ligue le continent contre la Révolution. De plus, la confiscation des biens accumulés par l'Église catholique divise profondément le peuple des provinces françaises, très dévot. On le voit donc, ce qui avait commencé comme une révolution pacifique va bientôt déraper. Alors, malheureuse dans son mariage, il reste à Madame de Staël la politique et la littérature. Alors, comme sa mère l'avait fait avant elle, elle ouvre en 1791 un salon littéraire qu'elle installe à l'Hôtel de Suède à Paris. Elle y reçoit des penseurs aux idées neuves et libérales. On y rencontre de nombreuses personnalités ayant participé de près ou de loin à la guerre d'indépendance américaine. Lafayette, par exemple, ou le beau-frère du marquis, le vicomte de Noailles. À partir de 1792, la situation politique se dégrade. Madame de Staël devient l'ennemi des extrêmes de tous bords. Ennemie des républicains jacobins, sanguinaires, mais aussi des monarchistes absolus qui souhaitent un retour à l'ancien régime. Sa position médiane lui vaut donc de nombreux adversaires. Alors après l'échec de l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, la Première République est proclamée le 10 août 1792. La baronne se rallie brièvement à la République en croyant encore possible une union entre les monarchistes libéraux et les républicains centristes. Mais concilier l'ordre et la liberté
utopie de toute société moderne, va se montrer impossible. Fin 92, Madame de Staël prend le chemin de l'exil. Elle venait d'éviter une mort accidentelle suite à un mouvement de foule, place de Grève à Paris. C'en est trop et elle décide de s'installer en Angleterre. Alors elle loue une maison de campagne dans le Surrey. Elle emmène avec elle son amant, Louis-Marie de Narbonne-Lara. C'est un officier favorable à la monarchie parlementaire, qui n'est autre, d'ailleurs, que le père des deux fils de Madame de Staël, Ludwig et Mathias. Leur liaison va durer 2 ans. La mère de Germaine, calviniste, se lamente et déclare « Ma fille est folle, elle est l'incarnation du vice ». Le 17 janvier 1793, Louis XVI est condamné à mort. Il est guillotiné le 21 janvier. Tous les souverains européens sont frappés de stupeur. Pour Madame de Staël, la mort du roi marque la fin de ce que l'on avait appelé au XVIIIe siècle l'esprit français, ce mélange de galanterie, de frivolité et de bienséance qui culminait dans les salons. Eh bien, il est remplacé, cet esprit français, par une autre parole, celle des tribuns politiques. On passe donc de la candeur et des intrigues de salon à une période d'agressivité physique et verbale qui convient peu à l'esprit et à l'intelligence féminine. La baronne le constate elle-même, je cite, « Quand le patriotisme occupe toutes les âmes, il ne reste que peu de place pour les femmes. Car la révolution est cruelle, féroce. C'est avant tout un monde d'hommes où se mêlent fantasmes de gloire et arrivisme. De plus, le jacobinisme révolutionnaire envahit la vie privée. La pratique de la dénonciation est vue comme une vertu. Aucun de ces attributs révolutionnaires ne convient à la baronne. En 1793, alors que le régime de la terreur fait des ravages en France, Madame de Staël s'installe en Suisse. Elle trouve refuge dans le domaine familial des Necker, au château de Coppet. La France vit des heures parmi les plus terribles de son histoire. Sous le tyran Robespierre, on estime à environ 500 000 le nombre des emprisonnements et à 40 000 celui des assassinats. Récluse dans son château, elle publie alors Réflexions sur le procès de la reine. Elle prend la défense de Marie-Antoinette et dénonce plus généralement la condition féminine. Elle dit, en parlant de la dernière reine de France, « La Révolution a insulté toutes les femmes dans cette mer si tendre. » Madame de Staël voit en Marie-Antoinette une victime expiatoire. La reine devait mourir car c'était une femme comblée et cela était insupportable aux yeux des Jacobins. Dans l'exécution de Marie-Antoinette, elle voit avec horreur une attaque contre toutes les femmes, comme si, je cite, « une femme ne méritait jamais le bonheur ». Au cours de son exil en Suisse, Madame de Staël retrouve le comte François de Pange. C'est un journaliste libéral qu'elle avait connu à Paris dans sa jeunesse. En le revoyant, elle s'éprend follement de lui. Mais il ne partage pas ses sentiments, d'autant qu'il aime la cousine de Madame de Staël,
Anne-Louise de Domangeville, qu'il épousera d'ailleurs. En Suisse, François de Pange survit comme il peut. Il devient imprimeur. Et à ce titre, il publie une nouvelle de Madame de Staël intitulée Zulma. Alors c'est l'histoire d'un amour meurtrier, d'un crime passionnel. L'action se déroule chez les indigènes d'Amérique du Sud qui habitent au bord de la rivière Orénoque. Une jeune femme cultivée mais sauvage, Zulma, est jugée pour le meurtre de son amant, Fernand, qu'il a abandonné pour une autre. Alors l'héroïne Zulma déclare à la cour lors de son procès: un homme si passionnément aimé ne pouvait se croire libre. Puis, elle se donne la mort. On retrouve donc dans cette nouvelle deux constantes chez Madame de Staël. Le personnage de la femme incomprise et l'amour toujours tragique et malheureux. Alors pendant ce temps en France, les nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, en 1794, son ami, le mathématicien et philosophe des Lumières, Condorcet, est emprisonné et retrouvé pendu dans sa cellule. Autre victime proche de Madame de Staël, le fameux botaniste, écrivain et magistrat Malherbe, courageux défenseur du roi Louis XVI lors de son procès, Malherbe est arrêté et guillotiné en avril 1794. Fort heureusement, la période de la terreur touche à sa fin. Alors, face à des menaces d'épuration répétées, Robespierre, tout à son délire révolutionnaire, est arrêté. Condamné par l'Assemblée, il est guillotiné en juillet 1794. Alors, une grande période d'instabilité s'ensuit. Finalement, en octobre 1995, la République entre dans une nouvelle phase qui durera 4 années, le Directoire. Alors l'espoir renaît. Dans l'esprit de Madame de Staël, le Directoire va peut-être créer les conditions de l'avènement d'une vraie démocratie. D'autant qu'un de ses amis proches, le vicomte Paul de Baraf, est un membre très influent du Directoire. Alors de nombreux exilés rentrent en France. Mais le retour de la baronne sous le Directoire présente des difficultés. En effet, certains révolutionnaires lui reprochent l'aide qu'elle a procurée aux immigrés afin de favoriser leur retour en France. Quant aux royalistes, ils lui reprochent d'être trop indulgente envers la République. Aux élections de mars 1797, les partisans du retour à la monarchie l'emportent. Mais les républicains modérés organisent un coup d'État, ce qui contribue à plonger le pays de nouveau dans le chaos. La situation économique est catastrophique, les impôts ne rentrent plus, la monnaie a perdu sa valeur. Pour compliquer le tout, le mari de Madame de Staël perd son poste d'ambassadeur. Alors parieur, joueur, flambeur, le baron de Staël va désormais vivre grâce aux subsides de son riche beau-père, Necker, qui vit retiré dans son château suisse. Sous le Directoire, Madame de Staël est fascinée par un jeune général corse dont toute la France parle, Napoléon Bonaparte. Alors grâce à ces relations, elle en profite pour le rencontrer. Elle voit en lui le sauveur de l'idéal révolutionnaire. Mais l'attraction qu'elle a pour Bonaparte n'est pas réciproque. Il ne prête pas d'intérêt à la baronne.
et c'est le début d'une longue antipathie. D'autant qu'elle apprend qu'il envisage d'envahir les cantons suisses, remettant ainsi en cause les droits féodaux dont jouit son père dans son domaine de Copé. On l'a bien compris, les relations avec Bonaparte sont difficiles. Elle déclare en parlant de lui « Un seul homme de moins et le monde serait en paix ». Alors, on ne peut parler de Madame de Staël sans aborder sa liaison avec Benjamin Constant. C'est un républicain convaincu, fils d'un huguenot réfugié à Lausanne. Elle le rencontre en Suisse en septembre 1994 et il devient son amant et sera d'ailleurs le père biologique de sa fille Albertina. Alors, c'est une liaison compliquée, souvent orageuse. L'esprit indépendant de Benjamin, ses infidélités en amour, la volonté de tout régenter de Germaine font de cette relation un échec. Elle durera pourtant 10 ans. Mais il existe entre ces deux personnages une fusion qui est bien plus que sentimentale. C'est l'union de deux des plus beaux esprits de l'époque. D'ailleurs, la doctrine du libéralisme en politique est, si je puis dire, leur enfant commun. Ils l'ont conçue intellectuellement, ensemble, et elle sera avec lui l'une des pionnières du mouvement de la pensée libérale. Alors, tout ce bouillonnement sentimental et politique qui entoure Madame de Staël ne l'empêche pas d'écrire. En 1796, elle publie un ouvrage moral et politique de l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. Alors, dans ce livre, elle analyse les passions qu'elle qualifie de destructives, l'amour de la gloire, la vanité, l'avarice, l'ivresse, le jeu, la vengeance, mais aussi l'aveuglement face à la menace du malheur. Puis elle suggère des remèdes pour combattre ces passions destructrices, notamment la philosophie, l'étude et la bienfaisance. Et c'est ainsi qu'elle attire l'attention des penseurs de son temps et se fait un nom. Alors, sur le plan politique, la France a besoin de stabilité et d'ordre. Madame de Staël en est convaincue. Le problème, c'est que c'est Bonaparte qui joue le rôle de l'homme providentiel. Il prend part au coup d'État du 9 novembre 1799 et instaure un nouveau régime, le consulat. Et ce consulat marque la fin des illusions de Madame de Staël. Elle entre en résistance et fait de son salon littéraire l'un des centres principaux d'opposition au bonapartisme. Il faut dire qu'elle a tout pour déplaire à Napoléon. Il déclare, je cite, « Elle est laide, libertine et trop indépendante. Je déteste les femmes qui parlent de politique. » Alors, ce que Napoléon craint par-dessus tout, c'est le murmure de l'opposition qui trouve refuge dans le salon de Madame de Staël. Désormais, elle se sent surveillée. Peu à peu, son salon parisien se vide et de nombreux esprits libéraux se réfugient dans la clandestinité. Il semble maintenant à Madame de Staël qu'il n'y a plus de voie ouverte entre l'anarchie révolutionnaire ou le despotisme de Bonaparte. La reprise en main du pays est en marche et Bonaparte annonce que la révolution est finie.
Petit à petit, il éradique les derniers révolutionnaires, ainsi que les royalistes qui rêvent encore à un retour de l'ordre ancien. On se dirige tout droit vers l'Empire. Alors c'est dans ce contexte que Madame de Staël publie en 1800 un livre important, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Elle y aborde en effet les effets délétères de la religion sur la littérature, mais aussi les influences des modes de gouvernement, des relations sociales et des mœurs sur les écrivains eux-mêmes. Pour elle, les belles lettres ne peuvent atteindre leur potentiel que si elles se développent dans un milieu qui favorise la libre pensée. Ce qu'elle déteste dans cette nouvelle France qu'elle voit naître, c'est la vulgarité, la dégradation du langage, la brutalité des formes et ses influences néfastes sur la littérature. En 1802, le baron Éric de Staël tombe gravement malade. Alors elle n'en est pas véritablement éprouvée, car ils ne se sont jamais aimés. Mais ils vivaient séparés, d'ailleurs, il faut le dire, depuis de longues années. Pourtant, ayant un cœur et le sachant malade, elle le fait venir en Bourgogne, à Pontigny. Elle souhaite qu'il prenne les eaux et y fasse une cure. Hélas, il meurt dans ses bras en mai 1802, dans une petite auberge de Pontigny. La voilà veuve, désormais. Alors, la même année, elle publie Delphine, qui se déroule dans le Paris révolutionnaire entre 1789 et 1792. Alors, désormais, ses essais politiques étant censurés, elle pense que par le biais de la fiction, il lui sera plus facile d'aborder des thèmes sociétaux, voire politiques. Elle introduit ainsi en France le mouvement romantique qui s'affranchit de la rationalité des Lumières. Delphine, 500 pages environ, est écrit sous la forme d'une succession de lettres et ce roman remporte un immense succès. Cette héroïne avance plus par passion que par raison. Dans ce roman, Madame de Staël en profite pour défendre la loi du 20 septembre 1792 qui instaure le mariage civil et autorise le divorce. Dans le cas de Delphine, elle défend aussi la possibilité désormais admise de la rupture des vœux monastiques. Cette liberté fait donc qu'un engagement civil ou religieux est désormais dissolu. Bref, Madame de Staël évoque des lois qui sont bénéfiques à l'émancipation des femmes. Mais dans Delphine, elle parle également du poids des traditions, des mœurs et des usages, qui condamnent encore vivement ces nouvelles possibilités d'émancipation. Ce roman révèle que pour Madame de Staël, la femme est trop souvent asservie et qu'elle souffre. Delphine, ne pouvant épouser l'homme qu'elle aime, se suicide. On le voit donc, la femme serait un être enchaîné alors que l'homme, lui, est une créature libre. De plus, il ne fait aucun doute pour elle que le temps de la femme est limité. Elle le dit elle-même. La saison où la femme peut plaire est courte. Elle part ensuite vers son déclin. Et pour Madame de Staël, cette perte de considération due à l'âge, c'est la tragédie de la vie des femmes, comme si la fenêtre qui leur permettait de briller se refermait trop tôt.
car l'homme, lui, n'est ni contraint ni empêché par la perte de sa jeunesse. Au contraire, on remarque enfin un fait notable dans le roman Delphine. Le bonheur absolu d'une de ses héroïnes est d'être la femme d'un homme devenu aveugle. Alors à travers cette image, elle affirme que si la femme est débarrassée du poids des apparences, on la reconnaîtra alors enfin pour son esprit. Alors, les idées de la baronne, sa rhétorique anti-napoléonienne, vont la conduire vers l'exil. En octobre 1803, sur ordre de Bonaparte, elle devient persona non grata à Paris. Elle n'est plus admise dans la capitale et doit se tenir à plus de 40 lieues, c'est-à-dire environ 160 kilomètres au moins. Elle rejoint alors son père, Jacques Necker, au château de Coppet, en Suisse. Elle y est aussi entourée de ses fils, Ludwig et Matthias, ainsi que de sa fille, Albertina. Madame de Staël anime alors ce que l'on appelle le groupe de Coppet. Alors, ce groupe informel accueille de nombreux intellectuels européens sur les bords du lac Léman. C'est un véritable aéropage cosmopolite. On s'y retrouve et l'on pratique l'art si français de la conversation, comme on le faisait au temps de l'Ancien Régime. Pour décrire le groupe de Coppet, on emploierait aujourd'hui les termes de laboratoire ou d'incubateur d'idées. Tout ce que l'Europe compte de penseurs y passe. On y retrouve Lord Byron, Goethe, Chateaubriand, Lafayette, Montmorency, Benjamin Constant et tant d'autres. On y interprète la Révolution, mais on parle aussi de théâtre, de littérature, de philosophie. On débat sur les notions de liberté et de libéralisme. On aborde les phénomènes économiques et religieux. L'écrivain suisse Bonstanton déclare « Il se dépense à Coppet plus d'esprit en un jour que dans maintes pays en un an. » Le célèbre romancier réaliste Stendhal déclare que le groupe de Coppet est semblable aux états généraux de l'opinion européenne. Il écrit « Il y a sur les bords du lac Léman 600 personnes des plus distinguées d'Europe, l'esprit, les richesses, les plus grands titres. Tout cela vient chercher le plaisir dans le salon de cette femme illustre que la France pleure. » Alors pourtant, le groupe de Coppet n'élabore aucune doctrine. C'est avant tout un lieu d'échange ouvert où l'on promeut et encourage la diversité des vues. Mais il y a une constante malgré tout qui rallie les opinions, l'opposition à l'empereur. D'octobre 1803 à avril 1804, Benjamin Constant et Madame de Staël font un voyage en Allemagne. Alors, sa réputation est telle et l'aura de son père si puissant qu'elle est reçue dans les cours princières avec tous les égards dus à un chef d'État. Elle rencontre Schiller, Goethe, Schlegel. Mais ce voyage va marquer la fin de sa longue relation avec Benjamin Constant. En effet, elle écrase son amant de sa personnalité et il la surnomme d'ailleurs la femme homme. Alors que sa vie sentimentale se dégrade, elle apprend à Berlin la mort de son père, Jacques Necker, le 9 avril 1804. C'est une perte immense pour elle.
elle fait cette déclaration d'amour filial: je sentirai toujours la main de mon père sur mon épaule. Après l'Allemagne, Madame de Staël, européenne convaincue, entreprend un voyage en Italie. Elle visite Milan, Florence, Venise, Rome. Elle y emmène ses enfants. Il faut dire qu'elle s'en occupe beaucoup. C'est une mère très affectueuse. Et c'est à noter, à une époque où les aristocrates faisaient élever leurs enfants par des gouvernantes. Alors, après sa tournée italienne, elle rentre au château de Coppet et commence à écrire son prochain roman, Corinne ou l'Italie. Nous sommes en 1805. Alors, elle va publier son roman 2 ans plus tard, en 1807. C'est un grand succès. Goethe, très admiratif, va le traduire en allemand. Dans Corinne, Madame de Staël affirme qu'en France, les femmes d'une intelligence supérieure souffrent d'une hostilité spontanée de la part des hommes. Elle nous parle de l'importance des nationalités en amour. Dans son roman, Corinne, l'héroïne, est une grande poétesse adulée en Italie. Car selon la baronne, l'esprit italien reconnaît le génie des femmes, contrairement à l'esprit français. Ceci dit, elle tempère ce compliment et déclare: les Italiens sont infidèles, volages et ne persistent pas dans leurs sentiments amoureux. Heureusement, Corinne s'éprend d'Oswald, un Anglais, ce qui pourrait la sauver des désillusions. Mais l'Angleterre, dit-elle, transpire l'ennui. Dès qu'une femme parle dans un salon, on la fait taire. Les hommes et les femmes se séparent au dessert. En Angleterre, une femme ne doit pas avoir d'esprit. Elle ajoute cependant: si la femme anglaise accepte son caractère subalterne des domestiques, alors elle est choyée et respectée par son mari, qui lui restera fidèle. Il apparaît donc chez Madame de Staël que la femme est toujours prise en étau. Elle est soit adulée pour son esprit, soit aimée comme épouse, mais jamais les deux. 6 ans après son voyage en terre germanique, Madame de Staël publie un ouvrage intitulé De l'Allemagne. On va y découvrir, avec encore plus d'acuité, son esprit d'anthropologue et d'observatrice des mœurs. Ce livre va avoir une influence très positive sur la perception de l'Allemagne en France, car jusqu'alors les élites françaises avaient tendance à considérer les terres germaniques comme une contrée barbare. Dans De l'Allemagne, Madame de Staël oppose l'esprit et le brio de surface des Français à la mélancolie, la réflexion solitaire et la profondeur des Allemands. Bref, elle reproche à certains Français de ne voir dans la conversation qu'un plaisir superficiel. En lisant de l'Allemagne, on comprend que si, en matière d'institutions politiques, elle est anglophile, en matière culturelle, elle est germanophile. Dans cet ouvrage, elle plaide d'ailleurs pour l'unité des peuples germanophones, alors divisés en de multiples petits royaumes et principautés. Alors bien sûr, cela déplaît grandement à l'empereur français. Il déclare: j'ai 4 ennemis, la Russie, la Prusse, l'Angleterre et Madame de Staël. Alors Savary,
le ministre de la police de l'Empire, écrit à Madame de Staël : « Votre ouvrage n'est point français. Il m'a paru que l'air de la France ne vous convenait point. Nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez tant. » Alors qu'elle réside au château de Chaumont, près de Blois, son livre est interdit en France. Ce n'est qu'en 1813 qu'il paraîtra en Angleterre. Et voilà donc désormais la baronne assignée à résidence dans son château de Coppet. Elle n'est autorisée à en sortir que pour faire des allers-retours entre Genève et son domaine. Napoléon la fait surveiller et lui interdit toute publication. Il va jusqu'à punir ceux qui osent rendre visite à Madame de Staël. C'est le cas, par exemple, de Madame Récamier, belle, fameuse écrivaine et salonnière parisienne, grande amie de Germaine de Staël, et qui doit s'exiler à son tour. En 1811, l'univers sentimental de Madame de Staël semble soudainement s'éclaircir. Elle a enfin trouvé l'amour véritable. Elle épouse un jeune officier suisse, Albert de Roca. Il a 22 ans de moins qu'elle. Elle l'affirme : « C'est la première fois que je me sens aimée. » Alors bien qu'usés par ces exils successifs, ces voyages, ces grossesses antérieures, ils ont un fils 1 an plus tard, Alphonse. Elle a déjà 46 ans. Pourtant, en 1812, la baronne quitte Coppet et la Suisse avec son époux. Elle souhaite rejoindre l'Angleterre, mais elle est obligée de passer par l'Autriche, puis la Russie et la Suède, à cause du blocus continental ordonné par Napoléon contre l'Angleterre. Elle en profite pour séjourner à Saint-Pétersbourg. Elle prend beaucoup de notes pour son livre « De la Russie et des royaumes du Nord », mais également pour un autre ouvrage, 10 années d'exil. Tous deux seront publiés à titre posthume. Alors après la Russie, elle rejoint Stockholm, puis finalement atteint l'Angleterre en 1813. Elle rencontre à Londres le futur roi de France, Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI. Elle espère qu'à travers lui, la monarchie constitutionnelle va enfin triompher. Si les pérégrinations européennes de Madame de Staël durent 4 années, le groupe de Coppet reste bien vivant. En effet, lors de ces voyages, elle attire à elle toute une intelligentsia européenne. Madame de Staël essaime ses idées partout où elle se trouve, mais elle s'enrichit aussi au contact d'autres penseurs européens. Après la chute de Napoléon, au printemps 1814, la France rentre dans une période que l'on nomme la première Restauration. L'empereur est exilé sur l'île d'Elbe, au large de la Toscane. Madame de Staël rentre enfin à Paris et rouvre son salon. Elle reçoit rois, généraux étrangers et ministres. Elle se rallie à la Restauration en raison de la charte qui instaure la monarchie constitutionnelle. Mais cette première restauration sera interrompue par le retour de l'empereur. En effet, voulant briser son exil sur l'île d'Elbe, Napoléon débarque en France, à Golfe-Juan. C'est le début de ce que l'on nomme les 100 jours. Nous sommes en mars 1815.
Grâce à son charisme, l'empereur déchu entame une remontée triomphale vers Paris. Partout où il passe, les soldats se rallient en masse à sa bannière. Il reprend ainsi brièvement le pouvoir, mais il se heurte à une coalition européenne de plus d'1 million d'hommes en armes. Il est battu à la bataille de Waterloo. Napoléon est contraint d'abdiquer une seconde fois. C'est l'exil définitif à Sainte-Hélène, bien loin de l'Europe. La coalition européenne remet sur le trône Louis XVIII, un roi faible, sans envergure, il faut bien l'admettre. Alors, Madame de Staël n'aura pas beaucoup de temps pour apprécier la chute définitive de Bonaparte. En effet, malade, elle souffre d'œdème aux jambes qui lui cause des douleurs terribles. Elle consulte le vieux docteur Portal qui la soigne depuis l'enfance. Il constate que le teint de Madame de Staël est devenu sombre. Ses yeux sont jaunis. Elle est prise de troubles digestifs. Depuis des années, elle avait négligé de soigner ses maux, qu'elle soulageait en prenant des grains d'opium au coucher. Elle est désormais très agitée et manque de sommeil. Le docteur Portal constate sa dépendance à l'opium, qu'elle utilisait, comme elle le disait elle-même, pour soutenir son génie. Alors, malgré ses problèmes de santé, elle parvient à conclure son dernier ouvrage, son livre politique sans doute le plus remarquable, Considérations sur la Révolution française. Alors, c'est un ouvrage en 3 tomes qui rassemble quelques 1200 pages, je crois, et retrace les années de 1788 à 1815. Hélas, elle meurt avant qu'il ne soit publié. Le 14 juillet 1817, tout un symbole, elle s'effondre dans les bras de son gendre, le duc Victor de Broglie, qui avait épousé sa fille Albertine. Elle sera enterrée, selon ses vœux, près du château de Coppet, auprès de ses parents, dans la chapelle funéraire familiale. Alors, pour conclure, quelle image garder de cette femme exceptionnelle? On retient que c'est un être passionné, excessif parfois, mais elle est toujours l'exemple de l'excellence féminine. Je dirais sans jeu de mots que même lorsqu'elle recule face à la Révolution ou à Napoléon, elle va de l'avant. Sa curiosité est sans limite. C'est une observatrice des mœurs et des sociétés de son temps. Son magnétisme est quant à lui exceptionnel. Tous les grands esprits viennent à elle. C'est une femme entière, authentique, sincère, qui déclare d'ailleurs « Je ne sais dire que ce que je pense ». Dans ses romans, elle initie le mouvement romantique français importé d'Angleterre et d'Allemagne. C'est d'ailleurs elle qui popularise en France le terme romantisme, encore peu usité alors, sans oublier le mot littérature, qui nous semble si commun aujourd'hui, et qu'elle substitue souvent au terme belles lettres. Dans ces romans, les femmes apparaissent comme les victimes des normes sociales en place, normes qui étouffent leur personnalité et leurs aspirations. Madame de Staël constate avec amertume que si une femme veut vivre de son talent et de son art, elle est contrainte de renoncer au bonheur. Et la baronne ne supporte pas cette spoliation. Elle revendique le bonheur comme un droit fondamental de la femme, même si elle-même n'y aura goûté que très brièvement. Je vous remercie. Merci beaucoup.
professeur Merci, Anne. Eric. Merci, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous avez peut-être des remarques, des ajouts aussi, j'espère, parce que il est très difficile de résumer la vie d'une telle femme en 55, en 55 minutes. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à compléter peut-être ou voir à corriger certaines choses que je viens de dire. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Oui. Est-ce qu'on lit toujours ses œuvres à l'école en France, par exemple? Non. Non. Hélas, non. On commence un peu à la redécouvrir, surtout dans les milieux universitaires. Mais non, on ne la lit pratiquement plus. Je pense que la plupart des étudiants français n'ont jamais entendu parler de Delphine ou de Corinne en Italie, Ouais. par exemple, encore moins de Zulma. C'est peut-être dû un peu à son style, hein, qui est quand même assez ancien régime, si je puis dire. Donc peut-être que certaines personnes vont le trouver assez lourd, un peu dépassé, mais on la lit très peu et on lit très peu ses romans, ce qui est dommage parce qu'elle fait passer, comme j'ai essayé de l'expliquer, de nombreux messages Oui. à travers ses romans. J'ai écouté pas mal d'émissions pour préparer cette présentation sur France Culture. J'ai beaucoup lu également différents articles de professeurs qui ont écrit. Il semble en fait qu'on commence vraiment à la redécouvrir, je ne dirais pas en tant que femme politique, mais vraiment comme une femme qui a été l'instrument du mouvement ou de la pensée libérale en Oui. France. Alors on lui reproche un peu ses va-et-vient, on dit qu'elle était royaliste constitutionnelle, après elle a été républicaine, au début elle a été révolutionnaire. Mais je crois qu'il faut tout simplement lui pardonner. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que la situation était telle, les changements étaient tels, qu'il fallait toujours s'adapter. C'est tout à fait normal. Donc je pense que c'est une erreur. Je pense qu'elle a toujours gardé le même cap et la même idée, même si parfois elle s'est ralliée aux uns ou aux autres, mais c'était dû aux circonstances politiques. Parfois, on n'avait pas vraiment le choix. Elle essayait de faire euh, du mieux, je puis dire, avec ce qui se passait en France, tout simplement. Oui. Merci. Merci. Bon, si je peux vous poser une question. Oui. Étant donné vos connaissances à propos de Madame Staël, qu'est-ce que vous pensez qu'elle dirait aux femmes, aux jeunes femmes aujourd'hui, en Alors là, 2022? Qu'est-ce qu'elle nous dirait? mais je pense que ben, elle était déjà très moderne en son temps, hein, parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'était une femme, par exemple, qui était en faveur du divorce, de l'émancipation des femmes. Je dirais tout simplement, à mon avis, ce qu'elle dirait aux femmes, c'est eh bien, de faire briller leur esprit, puisqu'elles ont un esprit brillant. C'était en fait tout son combat. Hein. Elle pensait que les femmes souffraient en fait de n'être vues que physiquement, si je puis dire, surtout en France, et pas intellectuellement. Donc je crois qu'elle dirait tout simplement aux jeunes filles, aux femmes de son époque, eh bien, d'exprimer leurs idées et peut-être de devenir des meneuses d'idées, parce que on a besoin d'hommes, mais de femmes également qui ouvrent la voie et qui ouvre le chemin. Je pense que ça serait sans doute une femme moderne, mais disons que je ne la vois pas en tant que féministe extrême, si je puis dire. Hein. C'est une femme qui, quand même, à son époque, était assez conservatrice. Elle était pour l'émancipation de la bourgeoisie, elle était pour le libéralisme d'un point de vue
économique, c'est-à-dire qu'elle voulait que les bourgeois puissent commercer, puissent avoir des propriétés, ce qui déplaisait bien sûr à la noblesse. Donc, il est difficile de dire aujourd'hui, je ne sais pas où elle se placerait sur l'échiquier politique, disons qu'elle était avant-gardiste à son époque. Est-ce qu'elle le serait aujourd'hui? J'en suis pas convaincu. Je pense que finalement, ça serait une femme du centre, comme elle l'a toujours été d'ailleurs, puisqu'elle était au centre au niveau de la Révolution. Elle a essayé de faire son chemin au centre et c'est pour ça qu'elle était attaquée toujours par les extrêmes, qu'ils viennent de sa gauche ou de sa droite d'ailleurs. J'ai Merci. une question. Vous avez Merci. parlé du romantisme qu'elle avait connu en Allemagne. Je Oui. n'ai jamais pensé que le romantisme avait ses origines, le romantisme français avait ses origines en Allemagne. C'est-à-dire que le romantisme, alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de littérature moi-même, mais le romantisme, pour ce que je comprends, vient au départ d'Angleterre et l'Allemagne. Les Lumières n'étaient pas romantiques. Le mouvement qui dominait juste à l'époque de la Révolution, c'était le mouvement des Lumières, bien sûr. Mais les Lumières étaient des gens très rationnels qui faisaient appel à la raison, tandis que le romantisme fait plutôt appel à la passion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune raison là-dedans, mais donc, elle trouve que l'Allemagne, par exemple, Goethe, est un écrivain, et c'est vrai que c'est un écrivain romantique, sans nul doute. Elle trouve, par exemple, que Goethe est un écrivain formidable, et elle a beaucoup voyagé en Angleterre, donc elle a été très influencée également par la culture anglaise. Je pense aussi qu'il y avait dans son attachement pour la culture anglaise et la culture allemande, peut-être aussi un aspect religieux. Je l'ai dit, c'était une protestante. Et elle pensait que la littérature française avait été trop longtemps asservie, si je puis dire, par l'Église catholique qui était si puissante en France, alors qu'elle trouve dans le protestantisme peut-être une sorte d'idéal libérateur. C'est-à-dire que le catholicisme à la française, à l'époque, c'était un catholicisme qui vous donnait déjà toutes les réponses, si je puis dire. Tandis qu'en Allemagne et en Angleterre, peut-être que grâce à l'esprit protestant, on était un peu plus ouvert, peut-être qu'on recherchait un peu plus qu'on le faisait à une certaine époque en France. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'elle a influencé des femmes de son milieu, de son époque et de son rang? Parce que vous parlez de ces salons et vous avez mentionné, à part Madame de Récamier, tout le monde, tous les autres étaient des hommes. Et c'est un peu étrange qu'elle n'ait pas pu influencer d'autres femmes qui la soutenaient dans le même. Oui, alors, non, mais vous avez tout à fait raison, parce que alors ça nous ramène un peu à une comparaison avec Madame de Lafayette, Oui. qui, elle, au contraire, s'entourait dans ses salons principalement de femmes. Enfin, les hommes y étaient admis, mais très peu nombreux. Et elle, c'est vrai que ce sont surtout des hommes. Je pense que parce que dans son salon, on discutait beaucoup de politique. Enfin, ça, c'est mon explication à moi. Et que la politique, à l'époque, c'était une chose qui intéressait peut-être plus les hommes. À la limite, je dirais peut-être même pas que ça n'intéressait pas les femmes, mais comme elles n'avaient pas le droit d'en faire, euh, elles n'étaient peut-être pas très à l'aise dans ce domaine.
parce qu'il est quand même intéressant de voir que c'est une grande figure politique, un peu comme Olympe de Gouges, et je parlerai d'Olympe de Gouges le 23 février. Alors voilà, une grande femme aussi politique, si je puis dire, qui a un agenda social et politique. Mais ce sont des exceptions, à mon avis, hein, je me trompe peut-être. Mais je crois que c'est lié à l'esprit de son salon qui était quand même très politique. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Pas de questions, des vœux de bonne année. Eh bien, merci à vous également. Une très bonne année. La santé, bien sûr, et puis la culture quand même. Hein. Et Ça, c'est important, c'est vrai. Une bonne année culturelle, j'espère. Merci. C'est très important. Française. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si Tess is still with us. I'm here. She's here. Okay, so maybe you wanted to just conclude saying a few words, Tess. I think we're done here with the questions. Sure. So I put in the chat some links. So the next Le Cercle event is February 23rd, same time, 2 o'clock on Zoom, and that'll be Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. C'est difficile, oui, c'est assez difficile. Oui. And then I also put a link in the chat for those of you that are in the Philadelphia area. We do like a movie matinee series here at the Athenaeum, and for the winter, the theme is French New Wave. And so the movies will be shown in their entirety in French with English subtitles. So the first one is January 31st, and the movie is called Cleo from 5 to 7. And so we show the whole movie, and then Carrie Rickey, who is the former film critic for The Inquirer, she does a little like Q&A and like talk about the film and stuff like that. And so yeah, it's January 31st at 2 o'clock, and those are free and open to the public. You don't have to be a member or anything. So I put that link in as well. There'll also be a February and a March as well, but started for January. So those links are in the chat, so you can sign up now. They're also on our website. I'll put our full website in the chat. Excuse me, Tess, you said that it has been recorded. How can we have access to the recorded version? So yes, this is recorded. I will upload it to YouTube, and then I can email it to all the attendees as well. Great. Okay. Merci beaucoup. Of course. All right, if any other questions, then I will say goodbye. Et au revoir. Au Au revoir. revoir et merci encore de votre fidélité, de votre Merci. présence. Tout le monde. Au revoir. C'était passionnant. Fascinant. Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Have a good day, everyone. À bientôt. Thank you. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.